Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Je suis encore confiné, semaine après semaine, dans mon sous-sol, mais ça ne m'empêche pas de faire ces lives et de rester connecté avec vous à telle enseigne qu'aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'une initiative qui a été explosive. C'est l'appel du 9 avril pour une liberté, une souveraineté et une sécurité numérique immédiate. Waouh! Et oui, parce qu'en fait, tout ça a démarré en fait le 5 avril. Donc l'appel du 9 date du 5, c'est comme toutes les histoires dans le monde. En fait, on donne une date, mais il y a un moment déclencheur qui se passe de ça. Et ce déclencheur, c'est que tout simplement, il y a la société Palantir. Je ne sais pas si vous connaissez la société Palantir. Bon, en gros, c'est une société qui est rattachée à la CIA avec Peter Thiel, donc assez sulfureuse, qui a été pressentie pour être justement prise dans un consortium pour travailler sur nos histoires de Covid-19 avec le gouvernement et tout ce qui va autour. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont commencé à dire « Bah oui, mais vous comprenez, on est obligé de prendre Palantir, parce qu'il y a que les Américains qui savent faire des trucs. » Alors déjà, moi, je suis sorti de mes gonds, c'est pas vrai, il n'y a pas que les Américains qui savent faire des trucs, il y a beaucoup de boîtes qui savent faire de l'intelligence artificielle, etc. Et puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Et dans le même temps, boum, vous avez vu, on avait besoin, que ce soit pour l'État, les collectivités territoriales, pour les enfants, d'avoir de la visio, de pouvoir avoir des classes virtuelles. Et là, patatras, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait beaucoup de ces collectivités, etc. Ils ont fait appel aux Américains. Ils ont dit, ah oui, ben dans ces cas-là, il faut aller voir Skype, ting, ting, je fais les bips pour pas leur faire de la pub. Et donc là, si vous voulez, il y a eu à un moment donné vraiment ce côté sur les réseaux sociaux, le moment, vous savez, où ça se crispe. Voilà. Et moi, j'ai été parmi ceux qui ont réagi. Et du coup, voyant qu'on avait cette dépendance-là, moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle profond avec la question des masques. Et oui, les Chinois fabriquent des masques, tout va bien, on les paye pas cher et c'est super. Puis tout d'un coup, on a besoin de masques, on a besoin de production, on a besoin de machines, et là, on n'a plus rien. Et on s'aperçoit qu'on est dépendant. Puis là, on creuse, on dit, oh là là, mais c'est pareil, on n'a pas non plus les médicaments, puis on n'a pas les terres rares et tout. Alors on commence un peu à baliser, surtout que les Chinois, pas par méchanceté, mais parce qu'ils étaient bloqués, tout simplement, ils ne pouvaient plus nous fournir. Et là, c'est le drame, tout le monde a peur. Sauf qu'il se passe la même chose pour le numérique, et voire même peut-être encore pire, on a une dépendance encore plus forte. Vous savez, moi je suis président d'un syndicat professionnel d'éditeurs de logiciels. 76% des logiciels qu'on consomme en France sont achetés aux US. 76%, c'est une écrasante domination. Donc ça fait longtemps, moi je me bats, je dis il faut revenir, il faut relocaliser. La question, c'est pas de ne pas acheter américain. C'est pas l'autarcie, c'est pas se refermer sur nous, pas du tout. C'est de rééquilibrer les chakras. Et quand il y a une crise, on s'aperçoit de ce qui est déséquilibré. Par exemple, la production de masques, c'était déséquilibré. Et là, aujourd'hui, sur le numérique, c'est déséquilibré. Donc, la petite goutte Palantir avec ce côté sulfureux, CIA et compagnie, c'était eux quand même qui étaient derrière Cambridge Analytica, nos amis de Palantir. Et la dépendance nous a amené à lancer au départ avec 3 de mes compères, que je vais citer, parce que vraiment on a fait ça pendant 4 jours, quoi. Donc Raphaël Richard, bien connu plutôt dans le monde plutôt du web marketing. Pascal Gaïa qui est lui a même regroupe souvent les choses qui se passent autour du numérique. C'est lui qui fait les cadors du numérique, qui a fait les 200 pionniers dans lesquels on retrouvait tous les papis du rock des années 2000 qui étaient venus témoigner de cette incroyable histoire du numérique. Et puis, j'ai embarqué également Mathieu Hugues de Tilcal, dans le domaine de la blockchain, avec lequel on a souvent des discussions autour de ces questions de souveraineté. Et là, on a commencé juste à écrire un truc avec CryptPad. D'ailleurs, on a utilisé le logiciel de XWiki. Je salue mon ami Ludovic, qui est effectivement un des éditeurs français, parmi les signataires, évidemment. Et on était 3, puis 10, puis 50. Le matin, on était déjà une 50aine de signataires quand on a juste un petit peu regardé avec le réseau. Et en à peine une journée, juste les signatures qui ont été externes, on est à plus de 100. Là, ça n'arrête pas, là, d'ailleurs, depuis hier. Je vous avoue, hier soir, moi, vers 22h, j'ai lâché l'affaire parce qu'on avait trop de... Il fallait que je me repose un peu. Et donc, oui, on a une demande énorme là-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens ont compris qu'on avait une menace importante et que c'était simplement fou. C'était fou. En période de crise, alors que regardez, je suis avec vous là à travers le numérique, on est totalement dépendant des Américains. C'est vrai sur les messageries, WhatsApp, Messenger, tout ça c'est de l'américain. C'est vrai sur les logiciels d'entreprise. On a effectivement les Microsoft, mais c'est vrai aussi pour les CRM avec Salesforce, et SAP pour les logiciels de gestion. On est totalement dépendant. Et ce qu'on dit dans la tribune, c'est simple, c'est que
Si jamais ça coince, quelles que soient les raisons, techniques, humaines ou politiques ou géopolitiques, bah nous, ça va nous serrer le kiki. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Et pour ça, à un moment donné, il faut changer de mental. Il faut arrêter de dire que c'est d'abord, on va regarder les trucs américains, puis s'il n'y a pas de trucs américains, on va voir les grands intégrateurs, vous savez, les gros intégrateurs qu'on a chez nous, puis si on ne peut pas, bah, on prend un petit éditeur logiciel français. Bah oui, on n'a pas pu faire mieux. Vous voyez, il faut inverser ça. C'est d'abord, on a des pépites. Je rappelle que la French Tech monte comme ça. Et puis 2, ensuite, si on n'a pas, peut-être on regarde avec les intégrateurs pour faire ça. Puis 3, on va voir les Américains. Voilà. Et quand on parle de pépites, ça c'est l'autre point aussi, et là j'ai envie de dire qu'il est plus personnel, c'est qu'on ne parle pas seulement de celles qui ont levé du gros pognon pour aller justement avec les VC. Parce qu'on parle d'argent, mais c'est surtout l'argent de commandes, en tout cas moi je demande, pas seulement d'investisseurs. Pourquoi ? Parce que toute la French Tech qui base son modèle sur justement mettre de l'argent sur des gros tickets de boîte, qu'est-ce qui se passe ? Le seul endroit où elles peuvent valoriser ça, c'est aux États-Unis. Donc elles partent aux États-Unis. Et nos super startups, nos super licornes, elles vont aux États-Unis. Et puis on dit, ah bah oui, mais c'est normal, mais ça va changer. Non, ça ne changera pas tant qu'on n'aura pas un pôle d'attractivité monétaire colossal. Donc en attendant, il faut fabriquer des choses qui sont dans le dur. Et dans le dur, c'est des gens qui sont ici, qui vendent leurs produits ici. Donc c'est vraiment ça le sujet. En tout cas, moi, ça c'est ma perspective. J'ai envie de dire, Startup Nation, oui, mais pas celle de France Digital qui pense qu'à travers les levées de fonds, mais celle aussi qui pense à partir des sociétés bootstrap qui sont enracinées dans le territoire. Là aussi, le gouvernement n'a écouté que la logique de levée de fonds, il faut aussi regarder l'autre. Moi, je suis pour un rééquilibrage de tout l'écosystème. De l'américain, du local, du VC, mais aussi du bootstrap, pas que d'un monde financiarisé. C'est ça qu'il faut entendre. Il faut rééquilibrer ça, arrêter de partir que d'un côté que de l'autre. Bon, alors je vous mettrai évidemment le lien vers l'appel et je vais essayer de synthétiser les 3 choses en fait sur lesquelles on a vraiment convergé. Première chose, c'est oui, quand même une cartographie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a de la visio qui existe. Moi, j'ai vu carrément là, des gens dire « Ah bon, il y a de la visio qui est fait en Europe ?» Comme si ça n'existait pas. Donc là, on retrouve ce problème de mindshare. Et là, il faut cartographier, même si de toute façon, ce sera l'étape d'après, quand les gens auront été convaincus, qu'ils viendront voir dans le catalogue. Ce n'est pas un catalogue qui fabrique l'envie. Ok. Mais il faut le faire, Deuxième chose, c'est quand même la question de l'exemplarité. Voilà. L'exemplarité de l'État, oui, et il n'est pas toujours exemplaire. On le voit avec l'éducation nationale, il était full Microsoft, maintenant il est bien embêté. Ah oui, monsieur Blanquer, tout d'un coup c'est pas aussi simple, voilà. Mais d'un autre côté, exemplarité des grandes entreprises aussi. Parce que c'est pas que l'État, il faut arrêter de taper sur l'État. D'ailleurs, l'État, nous on en est vraiment à Genspot un exemple, l'État nous achète beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas que des gens dans l'État qui ne le font pas. Et les grands comptes sont là-dessus un petit peu plus taquins, on va dire. Ceux qui par exemple pensent qu'il leur faut que du Microsoft et du Azure, le jour où il y aura un petit dans la machine et qu'on va leur couper un peu un bout de data center, etc., ils vont comprendre qu'ils étaient totalement dépendants. Et là, vous aurez une activité complète, un Sanofi, un Total, un Accor, un L'Oréal qui sera à l'arrêt. Ça ne peut pas arriver ça. Personne ne pensait qu'il pouvait y avoir un virus. Donc qu'on y réfléchisse. Et le troisième point, c'est la logique de fiscalité. Il faut juste une fiscalité qui soit avantageuse aux gens qui produisent sur le territoire, consomment sur le territoire, plutôt que ceux qui vont produire offshore et délocaliser. En gros, voilà, c'est ça. Voilà, monsieur le maire, il faut juste se dire que c'est ça la logique. Je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre, il faut juste mettre en place les bons mécanismes. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de solutions là-dessus. Ça, je ne suis pas inquiet. Donc, vous voyez, ça, c'est un point important. C'est qu'on a abouti très vite à un consensus. Il y a une question de déclic. Après, le point 2, c'est la phase 2. Je dirais que c'est celui maintenant de la mobilisation et puis de la prise de conscience. Mais déjà, il y a eu un collectif incroyable. Moi, c'est aussi ça que je retiens. En moins de même pas une semaine, ça a été lancé dimanche, on a commencé à phosphorer là-dessus. Et vous voyez, on est déjà en capacité, cette crise, elle crée du collectif, elle crée de l'envie. Moi, j'ai eu que des gens positifs là, qui sont venus vers moi en me disant « mais c'est super, c'est ça qu'il nous faut, effectivement, c'est bien que ça se réveille ». Le ministre Cédric O, le jour même, a publié, du coup, face à ça circule d'ailleurs dans les réseaux, finalement, il a dit qu'on avait besoin de cette souveraineté, qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Je le rappelle, il y a encore 2 mois, il était interviewé par French Web, il disait oui, ça prendra du temps, etc. Voilà, oui, bien sûr. Et moi j'étais là, non, parce que justement, ça prendra du temps si on le pense que par le côté financier. Le côté, on va attendre qu'on ait des fonds, etc. Et là, il le prend
autrement. Je l'invite d'ailleurs, Cédric O, justement à nous contacter, parce qu'on a une autre parole que ce qui se dit d'habitude dans ces sphères-là. Encore une fois, toute la logique plutôt uniquement financière. Je pense que c'est tout l'intérêt aujourd'hui de la France d'être justement réunis dans un écosystème. Je pense que là, on a montré qu'il y avait un point de convergence autour de notre appel. Donc, il a été entendu déjà par les acteurs. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ce sera entendu au-delà justement par les industriels et puis par les politiques, bien évidemment. Donc, voilà, un moment exemplaire. Les crises, c'est aussi ça, c'est des moments de cristallisation, des moments où justement on sort de la chrysallide, où justement il se passe quelque chose d'autre. Et ça, c'est bien, et c'est aussi ce que j'aime là-dedans. Quand on oublie effectivement et que justement on ne pense pas à ce que ça fait de malheur, parce que ça, par contre, c'est bien pour ça qu'il faut en sortir vite de cette crise, parce qu'il y a de la souffrance, il y a du malheur pour plein de gens. Et ça, j'y pense. Je pense à tous les gens qui sont aujourd'hui malades et qui sont angoissés, le confinement, tout ce qu'on vit. Mais au milieu de tout ça, il y a justement cet espoir justement d'un monde meilleur. On a appelé ça aussi le monde d'après. Et d'ailleurs, on va aussi rejoindre d'autres appels pour penser un monde d'après. Et je vous invite, vous aussi, à vous lever pour aller justement vers ce monde d'après. On a tous besoin de ça. On en a tant besoin. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.